Bonjour à tous. Bonjour à tous, on est aujourd'hui sur YouTube et aujourd'hui on va parler un peu du passé du SEO. Pour parler du passé du SEO, je me suis mis avec un ancien, voilà, Romain Pirotte qui est ici avec moi. Il va pouvoir nous présenter un peu de son passé dans le SEO. On va pouvoir parler un tout petit peu de notre histoire dans le SEO, des peut-être différentes vagues qu'on a vues et notamment des techniques qui ont marché un temps et qui ne marchent plus et qui ont été remplacées par des nouvelles techniques, des nouveaux algos, etc., etc. Pour moi, la première rupture qu'il y a dans le SEO qu'il faut vraiment, vraiment identifier, c'est après et avant 2012. En gros, 2012, c'est vraiment une année charnière dans le SEO parce que en 2012, il y a Update Panda et Update Pingouin dans la même année, qui sont les deux updates qui ont blacklisté grosso modo le plus de sites au monde. Et donc, en gros, tu as, je pense, entre 2010 et 2014, des SEO, même là, simplement dans l'année 2012, des SEO qui arrêtent le SEO. Je pense que tu en as genre, je sais pas, peut-être 20%, c'est un truc comme ça, ou 30% des SEO qui disent non, le métier a trop changé, c'est plus le même métier. J'ai tout perdu, j'arrête, ça vaut plus le coup. On parle de boîtes de 150 employés qui mettent voilà, la clé sous la porte parce qu'en gros, c'était souvent des méthodes, souvent c'était à cause de Panda, parce qu'en gros, ils avaient des systèmes d'autogénération de contenu qui étaient pompés à droite à gauche. Et en gros, Panda, il condamne le contenu dupliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Panda condamne le contenu dupliqué? Tous les gens qui font du contenu dupliqué un peu massif, en mode UGC, etc., bon, bah, ils se font tout peinard. Et du coup, il y a tout qui tombe. Et de l'autre côté, il y a Pingouin qui a niqué tous les gens qui étaient très agressifs en lien, quoi, en netlinking, link building, et qui étaient full automatisés. Et donc là aussi, il y a plein de boîtes qui avaient des systèmes full automatisés et ils sont tous éclatés en 2012 à ce moment-là. Donc pour moi, tu as une première rupture en 2012 sur Panda Pingouin. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Romain, jusqu'ici? Ouais, totalement. Après, au niveau des noms, des mises à jour, des filtres ou des dates, alors moi, s'il y a un truc que je suis pas bon, c'est surtout ça sur la partie historique. Ouais. Mais globalement, ouais, je suis d'accord. Panda a niqué pas mal de gens qui faisaient du contenu de merde, dupliqué, de la curation de contenu, beaucoup de Mm. paraphrases, mais enfin encore, paraphrase, ça se pouvait aller, mais beaucoup de contenu dupliqué. Et Ouais. ouais, Pingouin, c'était beaucoup, je crois, les trop petits. Voilà. Après, je suis pas C'est spécialisé ça. sur le sujet, je préfère le dire parce que moi, j'ai pas la tête dans les bouquins ni dans les événements ou les confs. Mais ouais, je crois que c'est ça. Toi, tu as commencé le SEO à quel moment? Histoire qu'on voit à quel moment est-ce qu'on passe le relais sur l'expérience de Romain Pure. Tu l'as commencé quand? 2014, non? Un truc comme ça pour toi, en fait? Bah, c'est ce que je me disais, le SEO, là, on est en 2025. Faut savoir que mes premiers sites où j'ai appris à dev, c'était très jeune, hein. Je crois que j'avais 14, 15 ans. Et pour les gens, en fait, c'est à peine croyable. Tu vois, je me suis déjà pris des avis négatifs ou des mecs qui tweetaient sur ma gueule en mode, ouais, tu dis, ça fait 10 ans, 9 ans que tu fais du SEO. Bah, gros, j'ai Alors que t'es acheté. mineur. Ouais, alors que t'es minable. J'étais beaucoup sur le site du zéro à l'époque, donc l'ancêtre de Ouais. Open pour Chrome. J'ai acheté mes premiers livres à la Fnac, je demandais à mon père, tu vois, euh, quand on allait dans les centres commerciaux, etc. J'avais 14, 15 ans. Donc c'est là que j'ai appris HTML, CSS, PHP, les bases de données. J'étais beaucoup sur les forums. Et j'ai un compte sur Script SEO, mais c'est pas mon premier compte, c'est mon deuxième compte. Mais mon premier compte, je crois que je l'avais fait quand j'avais 15 ou 16 ans. Bah, de toute façon, Mm. j'étais en seconde. Et là où j'ai fait mes premières perfs, c'était en première, au lycée. Donc, tu vois, j'avais peut-être. Ton premier euro sur Internet, il est en première, du coup, ouais. Euh, Si on parle de SEO, ouais. Car j'étais dans d'autres Ok. magouilles, mais c'était pas du SEO. Aïe, aïe, aïe. C'était pas du SEO, mais ouais, SEO, ouais, je devais être en. Je pense que c'était en première, donc j'avais 16 ans. Et donc, c'était il y Mhm. a presque 11 ans, tu vois, parce que j'en ai 27. Et pour les gens, en fait, pour Ok, certains gens, c'est putain. incroyable. Mais gros, T'as fêté tes 10 ans de SEO, toi, c'est stylé quand même, ça a son charme, hein. Ouais, de ouf, de ouf. Mais tu vois, quand je suis arrivé dans le SEO, bah, j'y allais pas avec la même intensité qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était 1, 2 heures Mhm. par jour et je ponçais le week-end. Après des games Ouais, de League of Legends ou des trucs comme ça. Mais j'étais pas aussi ouais. intense. Donc, moi, gros, j'ai 16 ans, tu me parles de pingouin. Je sais pas pourquoi tu me parles de tel animal, tu vois. Je suis pas dans le truc. Juste, j'ai compris qu'il fallait faire des web 2.0, fallait trouver une niche, fallait faire de l'affiliation et je prod et je m'en fous du reste, tu vois. Et Ouais. faire du Nigan quoi. Surtout ça. Mais le reste, m'intéressait pas. Et m'intéresse toujours pas d'ailleurs. Ça va nous faire une petite transition assez smooth justement sur, à mon avis, un peu la deuxième phase de, enfin l'avant un peu ça. Qu'est-ce que c'était que le SEO avant 2012 qui marchait et qui marche plus en fait vraiment. Pour moi, il y a un premier gros truc qui était genre les SEO avant 2012 étaient vraiment une typologie de personnes et après 2012 c'était une autre typologie de personnes. Et la raison c'est parce que en gros l'automatisation était très fort à l'époque, plus il y avait un très gros besoin de technicité. Et donc, Ouais. en fait, les SEO avant 2012, pour moi, c'est des développeurs à chaque fois, qui ont un instinct market qui fait qu'ils arrivent à capter que l'acquisition, c'est important,
et souvent beaucoup tombent par hasard dans le SEO. Ils montent un site et en fait le site il se met à auto-ranker parce qu'à l'époque il y a zéro concu, donc il n'y a pas besoin de lien, il n'y a pas besoin de contenu, tu as juste fait ta title avec le mot-clé et automatiquement tu te retrouves à ranker. Donc en gros, tu as vraiment une phase à mon avis à ce moment-là où près 2012, tous les SEO quasiment sont des développeurs ou ont une base technique super solide. Et donc, il y avait le prérequis historique de pour être un bon SEO, il faut être développeur, qui était en 2012. Heureusement, après, comme on a plus mis l'accent sur la qualité et qu'on a eu l'arrivée de WordPress, grosso modo, la démocratisation de WordPress, c'est un truc, un prérequis historique qui est plus d'actualité depuis 2013-2014, je dirais. La preuve un peu, c'est que toi, tu es arrivé sans être vraiment développeur, même si tu avais des bonnes bases techniques. Mais il y a quand même un côté où tu avais des bonnes bases techniques et on voit qu'en fait, encore en 2014-2015, quand tu attaques le SEO, les bases techniques sont quelque chose de très important parce qu'en fait, c'est par là que tu arrives avec du HTML, CSS, PHP et compagnie. Et un peu la technicité, peut-être un petit peu d'automatisation à l'époque ou des trucs comme ça aussi, peut-être. Je sais pas à quel point. Bah non, très très bon résumé, gros. Moi, le dev aux Zenoposter m'ont permis de gagner beaucoup d'argent, mais c'était pas uniquement grâce à ça. C'est parce que j'étais sur les bonnes niches. Bon, avant, c'était 50-50. Tu pouvais automatiser, même si c'est pas monétisé, tu pouvais faire de l'argent. Donc, tu peux automatiser. Il y a 10 ans, si tu sais créer 100 sites en une journée, même si ta monétisation elle est éclatée, tu vas faire tellement de trafic, tu auras un bon CPM que tu vas faire de l'argent. Aujourd'hui, c'est complètement différent, on en parlera après. Automatiser pour faire de l'argent en édition de site, par exemple, ou dans pas mal de trucs, c'est 10%, 15% du game. Et en fait, les gens sont en retard sur ça. Ils se disent, putain, je suis trop fort, j'automatise. Ça, c'était une compétence rare il y a 10 ans. En 2025, bro, il y a ChatGPT, on s'en fout, tu vois. Il y a O2Suite, tu as des cPanel, tu achètes 42, tu as des cPanel. Tu as même des systèmes privés d'hébergement que moi j'utilisais avant. Tu achètes 50 noms de domaine, tu cliques sur 3 boutons. Sur les 50 noms de domaine, ça duplique le même template all-in-one et ça génère des contenus, tu vois. Ça, c'est. Avant, c'était hyper rare. Maintenant, c'est super simple. Ouais, grave, je suis grave d'accord avec ça. Et du coup, on voit vraiment un revirement d'un point de vue de la technicité, du fait que les gens sont devenus de plus en plus techniques, que c'est normal, qu'il y a eu de l'évolution là-dessus. Donc, en gros, bah ouais, il y a moins besoin de technicité maintenant. Il y a aussi une chose, c'est que le niveau de qualité exigé a augmenté de plus en plus. Et en fait, automatiser la qualité, c'est quelque chose qui est quand même très compliqué globalement. Et donc, il y a besoin de beaucoup plus de réflexion qu'il y en avait besoin avant. Il y a un point aussi que tu as mentionné qui était intéressant, c'est le fait avant, on pouvait faire du volume et gagner de l'argent comme ça, simplement sur du volume. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui me disaient, ouais, on faisait des annuaires. Juste, il y avait les noms des entreprises. On faisait des centaines de milliers de visites dessus. Parce qu'en fait, les gens cherchaient les noms d'entreprises et on rankait premier partout. Et on gagnait peut-être 10 000, 15 000 euros par mois en AdSense. Parce qu'en fait, sur l'annuaire, il y avait du volume, quoi. Et je me disais, putain, en fait, les gars faisaient des annuaires pour gagner de l'argent. Moi, c'est un truc de ouf. Je pensais que c'était pour linker à la base. Non, ils en faisaient vraiment pour gagner de l'argent. Puis, petit à petit, ils se sont fait éclater à cause de contenu trop fin de chez Panda et compagnie. Donc, c'est assez ouf de se dire ça. J'ai reparlé avec. Olivier LG de Access Link, etc. Un peu de son historique en SEO, de ce qu'il faisait il y a longtemps. Et il me disait, on était promis sur des mots-clés, mec, t'imagines pas. Et je disais, mais quoi comme mots-clés, par exemple? Et il m'a dit, télécharger. Genre juste le mot-clé télécharger, quoi. Ce genre de mots-clés, quoi, tu vois, où t'avais, en fait, le volume était. Enfin, t'es sur de la short tail, le mot-clé. Personne n'essaierait de taper télécharger de nos jours tellement ça paraît n'importe quoi. Mais tu sais, c'est une époque où on est sur du Internet 2005. Donc voilà, quoi. C'est LimeWire, c'est eBay, c'est des trucs comme ça. Et donc, rien que sur des mots-clés comme ça, en fait, en volume AdSense, bah, ça suffisait à faire énormément de cash. Chose qui est plus d'actualité parce qu'en fait, tu peux. Primo, plus personne tape un mot-clé comme ça parce qu'il n'y a pas d'intention derrière, tu peux pas vraiment le monétiser, etc. Parce que le volume AdSense est plus touchable et parce que le niveau d'autorité nécessaire pour arriver sur des mots-clés comme ça est devenu démesuré. Et en gros, il faut une entreprise avec un vrai biz et avec des grosses ressources pour commencer à les ranker sur des petits trucs comme ça, quoi. Ouais. Pour moi, avant, en fait, c'est trop facile. Et les gens sont habitués à la facilité en oubliant que c'était un bug dans la matrice et que maintenant, il faut bosser. Donc voilà. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça va nous amener petit à petit à des nouvelles tendances. Donc ensuite, on passe on arrive au moment où tu commences le SEO. Moi, je commence un petit peu plus tard, plutôt 2017-2018. Ce qui se passe en 2014, grosso modo, là, c'est le début un peu du SEO 2.0. Donc en fait, les gens, le SEO comme on le fait maintenant, c'est quasiment le même SEO que comme on le faisait en 2014. Il a juste très légèrement évolué sur tous les aspects. Tout s'est amélioré, tout est mieux fait qu'avant. Mais en gros, c'est plus ou moins le même contenu et les mêmes liens qu'on fait. Et ça a été amélioré en termes de niveau de qualité, je dirais. La première chose en termes de contenu, par exemple, c'est le fait que historiquement, c'était
tu voulais ranker sur un mot-clé, tu prenais le mot-clé et tu parlais de tous les sujets possibles connexes vis-à-vis du mot-clé. Tu sais. Donc, moi, historiquement, c'était, je me souviens, j'arrivais à Malte, c'était Blackjack. On essayait de faire du cas en ligne. Et en gros, on faisait le guide du Blackjack. Et là, mec, tartiner le plus d'informations possible. Donc, tu commençais l'histoire du blackjack. Hop là, là. Qu'est-ce que c'est que le blackjack? Pourquoi black? Pourquoi jack? Les règles du blackjack, les stratégies du blackjack. Tu faisais tout. Tu avais 15 000 mots là-dessus. Et Google, il était un peu submergé d'informations. Et donc, tu pouvais rentrer là-dessus. Chose qui s'est un peu. Alors, moi, ça, pour le coup, j'ai vu la tendance en 2019-2020 où ça, ce genre de stratégie, elle marche plus en fait. Alors qu'il est. Il y a beaucoup plus le concept intention de recherche qui a été démocratisé. Genre, qu'est-ce que les gens veulent vraiment comme information plus que tout leur donner et qu'ils viennent piquer leur truc. Il faut donner la bonne information et la donner de la bonne manière. Ensuite, Oui, côté lien. C'est vrai qu'avant, tu pouvais Vas-y. pas le boire. Bon, c'est encore le Ouais. cas, hein, mais c'est vrai que toi, tu parles de niche concurrentielle où on voit que les tendances évoluent. Après, demain, vous allez Ouais. sur une niche, genre une affiliation sur, je sais pas, une affiliation de rencontre, de webcam ou n'importe. Même en faisant le bois, comme tu as dit, en traitant tous les sujets, avis de tel truc, qu'est-ce que tel truc, les témoignages des clients, ça marche. Mais c'est sûr que quand on parle de vrais mots-clés whitelist avec la concurrence, enfin, où il y a vraiment des gens en place, effectivement, les méthodes old school doivent être adaptées. Ouais. En fait, tout va tendre vers ça au fur et à mesure, tu vois. En fait, la concurrence augmente en termes de level. Et il y a encore des mots-clés, théoriquement, où avec un title et 4 trucs en Bah, c'est HTML, ça. un bout de PHP, comme c'était le cas en 2002, tu peux encore Bah, ranker, en fait, sur certains mots-clés. Parce que c'est des mots-clés qui ont zéro concurrence. Et dans ce cas-là, tu peux venir dessus. Et plus la concurrence augmente, et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Si le SEO change, c'est parce que le SEO doit s'améliorer. Et donc, on voit les niveaux d'amélioration progressive. Pour la partie netlinking, il y a un truc, une tendance pour moi qui a quand même pas mal évolué, qui est beaucoup moins d'actualité maintenant qu'elle ne l'était en 2015, 2016, 2017. C'était un peu toute la partie PBN. Je trouve que la partie PBN était vraiment, vraiment beaucoup exploitée à cette époque-là et un peu moins maintenant. Les gens, et parce qu'en fait, ça performait énormément. En fait, on voyait plein de sites. Les sites, ils rankaient tous top 50, voire top 10 sur des mots-clés un peu long train, etc. Ça rankait partout, automatiquement. Et donc, en fait, petit à petit, parce qu'il y a eu des acteurs qui sont rentrés sur les marchés, etc., bah, tu pouvais plus lancer 30 sites parce qu'il y avait 30 concurrents. Et du coup, tu aurais dû surinvestir sur tes PBN. Et donc, ça valait plus vraiment le coup. Et du coup, progressivement, les strates de PBN se sont un peu érodées parce que assez compliqué à maintenir. Enfin, moi, c'est un peu la vision que j'en ai en tout cas, de rester avec des sites qui rankent, etc. Après, tu peux toujours avoir du PBN qui rank pas, c'est OK. Mais bon, tu vois, il y a un moment où tu te poses des questions vis-à-vis de ce genre de PBN. Et il y a eu un peu cette évolution sur le PBN qui rank vs PBN qui rank pas. Et à mon avis, les gens sont un peu revenus. Donc, d'un point de vue netlinking, je pense qu'il y a un côté PBN où les gens sont moins PBN qu'ils étaient en 2015. Quoi. bah, on en revient à une vidéo qu'on a fait il y a quelques instants et qu'on publiera sûrement avant ou après sur The Switch. Il y a plein de gens qui Ouais. ont voulu faire des PBN. Donc, le plus facile, c'est de trouver les noms de domaine, c'est de les acheter. Après, quand il faut les maintenir, quand il faut financer le contenu, financer les liens, etc., il n'y a plus personne. Et c'est pour ça que certaines personnes disent que ça coûte trop cher au The Switch parce que leur PBN, il est même pas rentable. Et quand tu as Ouais. plein de clients, quand tu as des belles enveloppes, etc., oui, c'est intéressant de faire des PBN. Mais le problème, c'est que les gens ils veulent faire des PBN, mais ils en ont rien à faire. En vrai, c'est juste monter des sites, mais il n'y a aucun intérêt business derrière. Ouais. Et d'autant Ouais, je plus. suis. Vas-y. Allez, vas-y. Pardon. Et d'autant plus que, bah, peut-être je voulais en parler, mais les noms de domaine expirés de bonne qualité sur du .fr augmentent et on a des prix en vente de liens qui diminuent. Donc, faire des PBN, est-ce vraiment utile? À part si tu vends des liens dessus. En tout cas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, caramba. Et du coup, on arrive un peu, à mon avis, vers une nouvelle phase. Donc ça, c'était un peu la phase 2013, on va dire, jusqu'à 2022, honnêtement, où en gros, il y a eu une augmentation légère de la qualité du contenu, une augmentation légère de la qualité des liens. L'achat de liens s'est démocratisé aussi, parce qu'en fait, il faut le rappeler, 2012, quand Pingouin tape les US et tout, les gens sont traumatisés, mec. C'est une réalité. Les SEO américains, ils ont accepté que c'était OK d'acheter du lien à partir de 2020, tu vois. Ils ont pris 10 ans de trauma et ils y sont revenus. Voilà. Nous, en France, on était beaucoup moins trauma. Et en fait, on était l'idée à l'époque, la commu SEO, un peu par déjà, genre Paul Sanchez et compagnie, qui était en mode on s'est fait niquer par Pingouin, mais on va niquer Pingouin, tu vois. On va retourner le système et on va retrouver un moyen de les fumer. Alors que les SEO américains, on dit juste non, c'était trop, on arrête, on veut des business stables et fiables maintenant. Alors que nous, on avait des gars qui étaient des énervés du ciboulot, quoi. Donc, au final, ça a permis de continuer d'avoir ce vent un peu grey hat en France qu'on a pu garder. Et ça a pu garder un écosystème et une matière très grey hat en France, quoi, qui était très cool. Et ça pousse jusqu'en, en gros, 2022. Et pourquoi est-ce que ça pousse jusqu'en 2022, Romain? Est-ce que tu sais quelle nouvelle rupture on a en 2022? Franchement, là, ça me vient pas. Enfin,
des évolutions tous les ans. Après, des fois, on revient à des fondamentaux également, mais là, je vois pas sur quoi tu veux La aller. ChatGPT, mec. La Ah, ChatGPT qui a putain, cassé Google. mais de Eh fou. ouais, t'as oublié ChatGPT. Putain, mais Et en maintenant, gros, en vrai, il y a. c'est tellement normal maintenant que Ouais. c'est hétéro, quoi. Bah ouais, normal. Et en fait, ce qui se passe un peu, ça arrive un petit peu avant ChatGPT, mais c'est amplifié par ChatGPT et par la démocratisation de l'IA. En gros, ce qui se passe, c'est que Google commençait à galérer à indexer. Google commençait, en fait, les systèmes de Google sont plus assez scalables et la quantité de calculs nécessaire pour pouvoir tout traiter devient compliquée. Et donc Google est un peu en bordel en mode, ouais, il y a beaucoup de pages à gérer. Du coup, il commence à faire un peu de prédictif, de indexing prédictif. Donc en gros, il voit des URL et il commence à voir des trucs du genre, ah, t'es sur un WordPress, tu fais du casino en ligne, tes URL c'est un peu générique, t'as pas d'autorité, je vais même pas crawler. Ça vaut pas le coup encore, tu vois, ça vaut pas le coup pour moi, tu rentreras pas dans le truc. Donc en fait, il commence à avoir un peu ce truc de dire, ouais, je te crawl pas tout de suite, je te crawlerai plus tard, etc. Quand tu auras des liens, je te crawlerai quand tu seras plus décent, je te crawlerai quand tu auras une meilleure réputation, etc., etc. Et donc en fait, tu as un peu les problèmes d'indexation de crawl qui commencent à arriver. Et ensuite, tu as l'arrivée de l'IA où grosso modo la qualité moyenne du contenu qui est produit sur le web est augmentée démesurablement parce qu'en fait on produit beaucoup Incroyable. plus avec une qualité qui est meilleure. Et donc là Google se retrouve noyé sous le contenu et du coup il lui faut des nouvelles strates un peu pour gérer l'indexation, pour gérer le crawl, pour gérer tout ça, des nouveaux systèmes de décision en fait. Parce qu'avant il disait t'as une page, je la crawl, je check la qualité, en fonction de la qualité, je la rank ou pas. Maintenant, il peut plus tout crawler, donc il doit prioriser. Il dit, ok, t'as une page, t'as des liens. Là, je vais crawler, je vais checker la qualité, etc. Et là, il commence à avoir trop de pages, trop de trucs et tout, c'est le bordel. Et du coup, il se dit comment est-ce que je vais faire, tu vois. Et du coup, il commence à se dire, bah écoute, s'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps sur ton site, là, je vais aller le crawler, tu vois. Ça, c'est un nouvel indicateur de popularité qui était beaucoup moins nécessaire avant et qui est beaucoup plus nécessaire avant. Et c'est là qu'on a en fait l'arrivée du pop, du trafic pop qui est fort. Mais en fait, grosso modo, c'est là où on voit des sites qui ont des très fortes rétentions qui rankent beaucoup mieux que les autres, des sites qui investissent massivement en pub qui rankent beaucoup mieux que les autres, avec des autorités qui sont beaucoup plus faibles, parce qu'en fait, ça devient un nouvel indicateur d'autorité, un nouveau Twiddler, un nouveau tweak, qui fait que grosso modo, des sites, même à niveau de. Tu vois, en fait, ça devient un truc qui améliore globalement ton SEO, d'avoir des gens qui restent sur le site, etc. etc. Ah, Chose qui était peut-être c'est le très, cas très bien avant, mais aussi, pas quoi. tant que ça. Ouais, non, c'est vrai que Mm. même à Malte, j'avais commencé à voir la tendance il y a 2, 3 ans. Bon, c'est pas des bonnes fréquentations, mais je connaissais des mecs qui faisaient du no-ship. Donc, typiquement, tu vois, ils avaient des Shopify et des e-com. Et en fait, ils pouvaient tellement arroser en Facebook Ads que, Ouais. parce que c'était rentable. Parce que le mec, il paye, bon, voilà, sur des strides, des frics. Et bien sûr, j'encourage pas ça. Je suis pas forcément, moi, j'écoute ce qui se fait, mais voilà, ça m'intéresse pas d'avoir des connaissances comme ça, on va dire. Malgré tout, ce genre d'e-com, parfois, ranké premier. Et ranké, tu vendais des produits Louis Vuitton, des cafetières Nespresso ou n'importe. Ça rankait premier devant la marque. Parce que ils envoyaient tellement en ads. Et, euh, et les prix, c'était du déstockage, c'était du fake prix. Au lieu de payer 200 balles, tu l'avais à 39 balles. Mais en fait, les gens restaient sur le site, ils mettaient dans le add to cart, ils passaient dans le panier, ils restaient des minutes, des dizaines de minutes sur le site, voire des heures. Ils Et, farfouillaient, ils envoyaient à leurs potes. Enfin, tu vois, c'est tout ce truc-là en fait. Ouais. et exactement. Et j'ai commencé à voir la tendance comme ça. Ouais, c'était à Malte il y a 2, 3 ans. C'était vraiment impressionnant de voir des Ouais. sites. C'est pareil, tu vas sur les requêtes peluche Pokémon, des trucs comme ça, où c'est de la licence, où tu n'as pas le droit. Ben, tu vois des sites de merde qui rentrent parce que derrière, c'est full ads. Et c'est Ouais. vrai que j'ai vu le changement. Où avant, en fait, c'était full expiche remonté par des Chinois, full bouilli, Ouais. etc. C'est pour vendre de la contrefaçon, faire du scam, du no-ship aussi. Ouais. Et à côté de ça, là, bah, là où les expis de merde avec du contenu bouilli, ça sautait. Et ça a été pris en place plutôt par les médias buyers, donc ceux qui faisaient l'achat de Ouais. trafic. Et ouais, le changement, je l'ai vu de ouf. Entre mon passage à Paris et à Malte, c'est vraiment cette tendance-là, il y a 2, 3, voire 4 ans, où j'ai commencé à voir l'impact du trafic publicitaire et toutes ces conneries-là. Et je pense que les problèmes d'indexation et de crawl, etc., toi, tu les ressens d'autant plus sur la bouillie, justement, au moment où tu faisais un peu de bouillie à Malte encore. Et en fait, progressivement la fin de la bouillie, tu vois. Au moment où tu fais la format, ça marchait encore du feu de Dieu. Et je me souviens parce qu'en fait, mon boss de l'époque, il avait pris la format, il avait testé, il avait fait des dépôts, il était en mode genre, what the fuck, mec, ça marche Oui, ouais, pour de vrai. Et on était de tous un peu ouf. choqués. Et ensuite, progressivement, en fait, la bouillie marchait plus parce que Google, problème de crawl et d'indexation. Qu'est-ce qui fait sauter en premier? Bah, des sites de bouillie, quoi, forcément. Donc, il y avait encore des moyens de s'insérer dedans, mais ça devenait de plus en plus compliqué de faire bouffer Google toute la bouillie parce que il bouffait plus rien. Donc en fait, fallait une autorité de fou furieux et du coup, ça devenait très compliqué, quoi. Ouais, complètement. Bon, après, la Et bouillie, elle marche encore dans certains pays moins filtrés, comme tu le sais. Mais en France, c'est sûr que ouais. c'est plus d'actualité, quoi.
En fait, c'est ça, c'est si tu es sur une géo qui est moins filtrée, qui a moins de problèmes, si tu as un peu d'autorité, bah, tu vas pouvoir bypass un peu toutes ces barrières que met Google. Potentiellement, si tu as, d'ailleurs, très très bonne stratégie, hein, un site sain dans lequel tu fous de la bouillie en cachet, bah, en fait, Ouais. tu peux faire ranker ta bouillie, tu vois. C'est les mêmes systèmes que les hackers qui vont hacker ton site et foutre de la bouillie partout. Bah, en fait, la bouillie, elle rank très bien parce que tu as le reste du site qui est sain. Et du coup, quoi, tu fais une moyenne, ah bah tiens, c'est pas trop mal, tu vois. Donc ça, c'est le genre de technique qui marche pas mal. Et Maintenant, je vais même les... rajouter, moi, quand je tournais fort en adulte, donc rencontre adulte, full bouillie, des dizaines de milliers de pages déployées sur des centaines, voire même. Alors, j'avais pas pris, je veux pas dire 2 000 3 000, mais je pense au moins 1000, entre 1000 et 1500 en termes de nom de domaine. Je pense en tout, hein, c'était à l'époque OVH et tout, hein, j'étais même Mm. pas encore sur le dessus, mec. Et moi, ma règle, c'était de faire du dating que sur des noms de domaine expirés qui n'ont aucun lien avec du dating. Mais en fait, tous ceux avec qui j'ai expliqué la strat, c'est con. Ils prenaient des noms de domaine expirés avec le TTF, Majestic adulte, etc. Il y a plein de RD, plein de trucs, gros. Et ça, on s'en fout. Moi, quand un nom de domaine, il a des pages indexées, il a 2 domaines référents. Par contre, il est linké par une page Facebook qui a 50 000 abonnés. Je prends prime de fraîcheur de ouf. Je le rentabilise en 24 heures. Et après, c'est que du bénéf. Et s'il tient 3 semaines, bah, 3 semaines, 3 mois, mais il est bénéf dans tous les cas. Ouais, ok, putain, stylé en tout cas. Donc voilà, ça c'est typiquement des choses que Romain a fait dans le passé, qui marchaient, qui ne marchent malheureusement plus vraiment. Je réfléchis aussi ce qu'il y a comme technique qu'on a fait dans le passé. Les parasites, mec, si on veut faire plus du passé récent qui marche moins maintenant. Les parasites récemment se sont fait striker plusieurs fois d'affilée par plusieurs mages et donc en fait maintenant le parasitage marche encore très très bien, hein, on va pas se mentir, mais Ouais, moi, faut être putain, bah beaucoup oui. plus précis dans la sélection des spots qu'il Hmm. fallait l'être il y a 2 ans. Et en gros il y a 2 ans tu avais Outlook India qui est instant rank partout, tu avais plein de trucs, bah, tu as sorti plein de parasites qui étaient super intéressants et très très forts d'ailleurs à l'époque pour dénicher tous ces parasites là, tu avais le nez partout et ça fait plaisir à voir. Et en fait, si tu avais les bons parasites, ça allait bien. Tu avais les deals qui tournaient un peu partout, etc., etc. Donc, Ouais. super facile de parasiter. Là où maintenant, c'est plus compliqué de parasiter. En fait, il faut quand même être un peu plus aux connaissances de quel spot fonctionne, comment avoir le deal. Parce que souvent, pour avoir le deal, c'est des deals privés qui sont un peu plus compliqués à organiser qu'ils ne l'étaient avant. Donc voilà, parasitage marche encore, mais marche plus difficilement qu'il y a 2 ans, grosso modo, en termes de technique. Et je réfléchis aux autres techniques qui marchaient beaucoup avant et qui marche moins bien maintenant. On n'ira pas faire des blagues sur méta keyword, méta description et Ouais, site, tu vois, non, c'était on plus vous des épargne ça, conneries les comme gars. ça. Ah, c'est bon, tu vois, on vous respecte quand même les gars, voilà, c'est bon, on va pas faire le truc comme De les ouf. yeux qui sont toujours là à faire les vieilles blagues méta keyword et tout. Euh, Faut pas abuser quand même les gars, voilà. Mais en vrai, il y a un peu la question de quelles techniques vont arrêter de marcher maintenant et vers quoi tend Google. Et il y a un des trucs que je pense, bah en gros par exemple, Madaleno qui nous sort le tip sur les backlinks GMB il y a 6 mois, tu vois, 6-8 mois. Ça, c'est vraiment une validation. Enfin, tu vois, bon, Primo, c'est très fort parce qu'il est skin in the game sur le local, on le sait tous. Et du coup, quand il te sort ça, c'est que c'est une vraie info. Et donc, on voit que Google, il est en train de passer vers un modèle de délégation, de validation, tu vois. Je sais plus qui m'a dit ça, mais putain, la personne qui m'a dit ça, elle m'a fait ouvrir les yeux sur le truc. En gros, Google, il était très fort avant pour prendre, contrôler, regarder ce qui se fait et juger ça je rank, ça je dérank. Et ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il demande à quelqu'un d'autre de faire le travail. Tu le vois avec 3-4 manières. Tu le vois avec GMB. Donc en gros, il a délégué la validation du local à tout son service local GMB. Et maintenant, bah, en gros, si tu as validé ta GMB, ça veut dire que tu as de la puissance. Et donc on va relier la puissance au site. Et ça lui simplifie la validation locale. Il a plus besoin de se faire chier avec du contenu. Il a plus besoin de se faire chier avec des backlinks en local, etc. Il sait que les entreprises, elles sont legit parce qu'elles ont des GMB. Et c'est vrai que c'est plus difficile de triquer GMB que de triquer Google. Donc en fait, au final, il l'a bien fait. La deuxième chose où tu vois qu'il y a eu cette délégation, c'est Reddit, où en fait il a mis Reddit en avant sur les SERP énormément, et donc Reddit s'est fait spammer, mais du coup il a délégué la modération du spam à Reddit. Et donc en fait c'est Reddit qui a dû gérer la délégation du spam. Là où ils sont très très forts, hein, Reddit, les modérateurs Reddit, c'est des monstres pour gérer la délégation du spam. La preuve, j'ai Ça, essayé de spammer encore il y a un mois Reddit, et mec, oh là là, je me suis tout fait éclater. Toi à base de micro-workers, etc. Il n'y a rien qui est passé, mon gars, ils ont tout ah ouais. supprimé. Ça se voyait que Pire, j'étais en train de spammer. pire que C'est pas Wikipédia et simple. tout? Parce que moi, je vois la ref un peu, tu sais, Non, les modérateurs non, pas pire Wikipédia. que Wikipédia. C'est les pires. Ah, c'est intéressant ton retour de modération sur Reddit. Je ne savais pas. Je suis très preneur, hein. S'il y a des gens qui savent manipuler Reddit, etc., je suis très très preneur d'expérience. T'as des outils. Et alors qu'il est.
Ouais. Ouais, il y a des trucs, tu peux acheter de l'upvote et tout, mais en fait, les modérateurs, mec, ils voient qu'il y a une augmentation d'upvote un peu, hop là, Bien ils sûr. suppriment, ils tèchent tout. Et c'est super compliqué en vrai de manipuler ça proprement. Si vous avez des feedbacks là-dessus, je suis très preneur. Mais sinon, je vais continuer à faire des tests et puis on essaiera de réussir un truc à un moment ou à un autre. Mais ouais, pas simple. La dernière chose, du coup, le dernier moyen de voir que Google a délégué sa validation, on l'a déjà un peu mentionné, mais c'est si tu spends de la pub, tu es quelqu'un de legit parce que tu es quelqu'un qui a de l'argent. Quelqu'un qui a de l'argent, c'est rarement quelqu'un qui va faire du rug and pull, tu vois, enfin, de scammer tout le monde sur un petit projet random. Parce que si tu es en train de spend du cash pour faire de l'acquisition, c'est que tu as une vision un peu long terme. Si tu as une vision un peu long terme, ça convient à Google. Et donc, tout ça fait que, grosso modo, Google, il a délégué un peu sa validation avec si tu dépenses beaucoup de pubs et que tu as beaucoup d'acquisitions hors SEO, eh ben, c'est cool. Si tu as une marque forte, c'est que tu es ici pour le long terme et que les gens te font confiance, eh ben, on te donne plus de trafic. Si tu as des backlinks depuis des GMB, c'est que tu es quelqu'un de confiance et que tu as validé les GMB, c'est cool, etc., etc. Et donc, de plus en plus, Google est en train de chercher des signaux externes. Et c'est pour ça que du coup, on est obligé de faire du market global maintenant, en fait, et de l'acquisition globale plus que uniquement du SEO parce que le SEO en standalone est en train de se faire déléguer en termes de validation par Google. Voilà un peu mon historique de critères, etc. Voilà, j'ai beaucoup monopolisé le micro pendant Ah ouais, ce mais petit t'inquiète. speak, mais j'aime bien le faire et tu m'avais dit, ouais, je suis pas trop calé en histo, donc Ah ouais. je te laisse y aller. Moi, pas du tout. Franchement, c'est très très bien présenté chronologiquement. Moi, bah, je suis tout d'accord avec toi, à part sur la partie parasite. Ou parasite, Ouais. effectivement, les top keywords, bah, on a connu à Outlook India des gros sites qui top 1, top 2. Donc Ah ouais. là, pour moi, ça continue de fonctionner. Ce sera une des dernières méthodes, peut-être avant l'extinction de Google. Parce que parasite, les gens, ce qu'on ne comprennent pas, c'est que c'est basique. C'est plus le site il est Ouais. trusté, plus il est puissant, plus tu peux ranker avec. Donc, bien sûr, il y a Pierre Outlook India, mais on peut toujours publier sur Figaro, sur Le Point ou sur Forbes ou n'importe, tu vois. Donc, ça, pour moi, ça fonctionnera toujours. Après, c'est qu'une question de modèle économique en vérité. Tu vas pas faire du parasite pour faire du MFA Amazon, c'est sûr. Euh, après, Peut-être, pour moi, je pense que sur les très très gros keywords, si, hein, en fait. ouais, 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 Sur des très ouais, gros c'est keywords vrai. MFA, parce qu'en fait, tu Oui, vas vraiment reprendre une première place, même si tu as des c'est petits vrai. pourcentages, bah, en fait, sur des gros produits et tout, pourquoi pas, tu vois. Ouais, pourquoi pas, oui, en plus, ouais. C'est vraiment, tu as le bon produit. C'est ça, c'est plus Amazon ou pas, on s'en fout. Moi, je conseillerais pas Amazon, mais c'est une question de keyword et de rentabilité, clairement. Donc, Ouais. payer un En parasite fait, 1000 euros, Parasite, c'est ce ça que j'allais passe. dire. Parasite 1000 € trottinette électrique, Bah ouais, tu de tiens 6 ouf. mois, bon, bah, c'est bon, tu vois, tu la rentas, c'est OK, tu fiable, hein. Faut juste être sur le bon produit, et peut-être qu'Amazon, c'est pas le Clairement. meilleur deal, mais ouais. Clairement. Après, moi, les méta, pour moi, que je vois qui fonctionnent, en fait, qui ont toujours fonctionné, mais qui fonctionnent de plus en plus, malgré ce qu'on peut dire, c'est les EMD, les noms de domaine expirés et, comme tu as dit, les GMB. Mmh. Dans ces trois trucs-là, si vous faites que ça, si vous faites que de l'XP ou que de l'EMD ou que de la GMB, on peut vivre de Google, mec. Euh, Ouais, encore ouais, les ouais. gens, hier, tu vois, et je t'amènerai sur ça, si tu veux réagir, mais encore hier, je disais, ouais, les gars, faire des GMB, c'est facile. Et oui, même si vous prenez des refus, faites des GMB. Prenez une journée, vous en faites 5. Et même si tu n'en as qu'une qui est validée, c'est pas grave. Parce que pendant 30 jours, tu essayes d'en faire valider une par jour. Crois-moi, avec 30 GMB, mec, tu vas recevoir des leads tous les jours. Et le problème, c'est que les gens, Mmh. soit ils essayent de faire des GMB sur couvreur, plombier, serrurier. C'est comme ceux qui font de Ouais. l'affiliation Bah et qui oui. vont faire Amazon, Awin. Putain, oui, il y a du pognon, mais il y a beaucoup mieux à faire, les gars. Sérieux. Et donc, trouver l'exotisme, aller trouver des partenaires, aller trouver des niches où il n'y a personne. Moi, j'ai trouvé des niches, je reçois des leads presque tous les jours. Alors, certains jours, je ne reçois pas, mais des fois, je reçois 2-3 leads dans la même journée. Que ce soit sur de l'hélicoptère, du podcast studio, de l'agence SEO. J'ai fait valider des GMB agence SEO. Pas en France, évidemment, dans les trucs moins concurrentiels, mais le budget est toujours là. Quoi d'autre? Là, j'essaie de faire valider jet privé. Voilà, tu vois, il y a plein de niches. Grâce au Jet privé! Ah, le gars! Ah, il est monté au niveau il bombarde moi. supérieur. Ah, c'est des coms incroyables. Et oui, bien sûr, il y a de l'argent, c'est facile. Mais quand c'est facile, il y a tout le monde. Et donc, faites valider des GMB sur d'autres villes, sur d'autres pays. Trouvez des partenaires, il n'y a que ça. Si vous avez des leads, vous pouvez facilement les faire tester un partenaire. Et s'il en veut plus, il vous payera au lead ou à la commission. Mais voilà, franchement, faut vraiment pas bosser en fait pour réussir. Ceux qui réussissent pas pour moi, c'est ceux qui font tout. Moi, j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai tout fait et c'est là que j'ai fait mes pires mois. Ou sinon, c'est que vous bossez pas tout simplement. Mais si tu fais que de la GMB 6 mois, tu fais que des EMD pendant 6 mois, tu as des certes, tu que des EMD. Euh, tu as des certes, tu que des noms de domaine expirés plus de la homepage. Et je parle pas du C'est mot-clé vrai, c'est hyper vrai. connu, tu vois, mais même sur d'autres mots-clés. Hein.
T'as que ça, mec. C'est C'est vrai, c'est vrai. des expi en rec free, hein, à Ouais. 7 pounds. Hein. C'est vrai ce que tu dis. Et le problème, c'est que c'est pas très sexy de faire la même chose en boucle. Ouais, bah, c'est quoi? Genre de faire que des EMD pendant 6 mois, Ah ouais, super ouais, sexy, ouais. mais c'est Ah, réel, c'est pas c'est sexy. réel. Euh, C'est pas et en sexy. fait, ça m'amène à un truc progressivement où je pense que le SEO il tend vers ça, et de plus en plus on va tendre vers ça. C'est qu'on est passé d'un modèle où on avait un gars qui pouvait tout faire, de la monétisation à la création, aux générations de contenu, etc. Et on va aller dans de la sur-spécialisation parce que le domaine est en train d'avancer. Et donc, en gros, on va avoir toute une partie qui sera très très bien gérée. Donc, par exemple, toute la partie technique, elle a été automatisée et compagnie. Donc, en gros, on n'a plus de galère avec la technique. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est sur la partie contenu, par exemple. Historiquement, c'est genre, on a un rédac qui fait sa page de contenu. Ensuite, là, bon, un GPT qui se bat avec les rédacs pour faire leur page de contenu. Mais je pense qu'on va aller sur de la surspécialisation. Genre, potentiellement, à terme, tu auras un gars qui fait le cœur du contenu, un gars qui fait l'intro. Limite, t'embaucheras un expert pour un paragraphe, mec. Tu vois, comme en fait, les gens qui font du market, ils font ça. Ils font un livre blanc et ils demandent à un expert de faire une citation à la fin du livre blanc pour dire qu'il est d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et en fait, juste en faisant ça, tu as plus de cred, etc. Et tu augmentes ta value. Mais en gros, on est passé d'un mode où tu avais juste besoin de certaines compétences et d'être un peu généraliste et tu pouvais tout faire, vers un truc où il va falloir être de plus en plus surspécialisé parce qu'en fait, la compétition augmente et donc tu es obligé d'avoir des experts dans chacun des domaines précisément pour faire les choses parfaitement, quoi. Et donc voilà, c'est un peu le cas où de plus en plus, il va te falloir des gens qui sont très bons dans leur domaine pour être sûr de pouvoir performer. Clairement, clairement. Il y a des compétences qui, avec le temps, n'étaient pas nécessaires, comme la monétisation, et qu'aujourd'hui, c'est le cœur central d'un projet qui réussit. On en a parlé plein de Ouais. fois dans nos vidéos. Comme tu as très bien dit, 30%, c'est le SEO, et 70%, c'est la monétisation, l'opportunité, si vous êtes en début ou en fin de cycle, tous ces critères-là, c'est les critères business. Et tous ceux qui réussissent autour de moi, c'est ceux qui passent du temps sur le business et non pas sur l'exécution SEO en elle-même. Même si être un très bon SEO, c'est bien, quand tu es en mode agency, consultant, exécutant, mais si tu as ton business, gros, bah, c'est pas le SEO qui va te faire manger, quoi. C'est ton opportunité du moment. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Putain. C'est fort. Bon, bah Merci, écoute, longue vie au SEO. longue vie, Longue César. vie. Merci Léo pour cette super présentation et bah, très vite. Hein. Merci à toi, c'était un plaisir, mon gars. Ciao, Allez, à gros. plus. Ciao. Ciao.